Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand débat en direct jusqu'à 20h sur la radio africaine. 2 heures de commentaires, d'analyse, de décryptage des événements qui font l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Le grand débat, c'est chaque jour du lundi au vendredi sur Africa numéro 1 pour intervenir dans l'émission. Un numéro de téléphone, vous le connaissez, le 01 55 07 58 00 depuis la France. De partout ailleurs dans le monde, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir en direct dans la shootbox d'Africa numéro 1. Pour cela, connectez-vous sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, 18h, 20h, Le Grand Débat, Francis Laloupo. Dans le grand débat aujourd'hui, état des lieux de la Guinée-Conakry, le regard de la société civile. Dans ce grand débat, la parole est le regard de la société civile guinéenne sur la situation politique, économique et sociale sous le régime d'Alpha Condé. Notre édition du grand débat aujourd'hui sera essentiellement consacrée donc à ce sujet, à la situation en Guinée-Conakry. Avec nos invités, nous tenterons d'aller plus loin dans la réflexion, dans le débat, dans l'analyse pour comprendre la situation précise et répondre à cette question. Où va la Guinée aujourd'hui et surtout quel est l'avenir de la Guinée une fois qu'on aura fait l'état des lieux, bien entendu. Autre séquence dans cette émission, vers 19h30, nous retrouverons la chronique mensuelle des médias du grand débat. Voilà pour le sommaire, un débatteur polémiste qui sera avec nous dans quelques instants, Maître Dominique Kounkou, avocat et pasteur, et l'émission est réalisée comme chaque jour par Jérôme DJ Giliberto. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le grand débat, c'est également sur facebook.com/le grand débat. Bienvenue à nos amis internautes. Bienvenue aux tout nouveaux venus d'ailleurs. La communauté qui s'agrandit chaque jour un peu plus. Nous vous remercions évidemment d'être fidèles à ce grand rendez-vous de l'actualité sur la radio africaine. Tout de suite, notre débat du jour. Le grand débat avec Francis Laloupo, c'est également sur africa1.com. Le grand débat aujourd'hui est état des lieux de la Guinée-Conakry, une édition spéciale, le regard de la société civile sur la situation en Guinée. Le 7 novembre 2010, Alpha Condé était élu président de la Guinée avec 52,5% des suffrages à l'issue de cette élection. Chargé d'inquiétude, on s'en souvient, les Guinéens étaient en droit d'attendre que soient tenues les promesses de la démocratie et du redressement économique. Mais depuis la persistance des conflits entre pouvoir et opposition, une situation sociale et économique tendue ne permettent pas d'entrevoir le bout du tunnel. Dernière initiative en date du pouvoir, samedi dernier, le président a fustigé les cadres responsables, selon lui, de détournement de fonds, tout en annonçant des sanctions avant les législatives justement, qui devaient être organisées dans les 6 mois suivant la présidentielle et qui sont une fois de plus reportées, sine die. Où va donc la Guinée? C'est la question que nous posons ce soir dans le grand débat à 3 acteurs de la société civile. Monsieur Ousmane Diallo, membre de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée, de Cellou Dalein Diallo, c'est l'opposition. Ousmane Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et avec nous également le professeur Moussa Kanté, ingénieur du travail social, professeur en phytothérapie. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Jacques Kourouma, historien, il est avec nous, membre également de la société civile, bien entendu. Jacques Kourouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Messieurs, la tenue de l'élection présidentielle avait été saluée, on s'en souvient, comme un pas important vers la démocratie. Alors, depuis, on assiste aux tensions persistantes entre pouvoir et opposition, une situation qui se traduit notamment par les multiples reports de ces élections législatives qu'on attend toujours. Alors, quelles sont les raisons qui empêchent, selon vous, votre pays de parvenir? Est-ce qu'on peut pourrait espérer comme un apaisement du climat social et politique, Moussa Kanté? Je vous remercie. Nous avons une grosse difficulté en Guinée. C'est que je pense que les Guinéens n'ont pas réalisé que une élection présidentielle se fait déjà sur 2 tours et qu'il faut forcément un gagnant. Maintenant, la difficulté que nous avons, est-ce que ce gagnant correspondait aux attentes de la population? Est-ce que ce gagnant avait très bien compris aussi ce qui se passait sur le terrain? C'est l'ensemble de ces éléments qui constituent aujourd'hui notre contradiction interne et qui complique la transition, je dirais mieux, le changement. Contradiction lourde, hein? Une contradiction forte et lourde. Oui. Jacques Kourouma. Oui, j'emboîte dans les pas de M. Kanté. La question guinéenne aujourd'hui, je crois, tout à l'heure vous avez dit où va la Guinée? La question qu'on devait se poser d'abord... Où en est la Guinée aujourd'hui? D'où vient la Guinée? D'où vient la Guinée, d'accord. D'où vient la Guinée et où en sommes-nous aujourd'hui avec la Guinée? Et en tentant de répondre à cette question, on est obligé un peu de faire de l'histoire. La Guinée a été un grand espoir pour l'Afrique
et pour tout le monde épris de justice et de paix, ceux qui voulaient de la liberté et de la démocratie. C'est ça. Mais voilà 50 ans que la Guinée piétine, que la Guinée effectue une marche erratique, une marche qui, des fois, a plongé tous les Guinéens dans des interrogations qui n'ont jamais trouvé de solution. Et nous avons cru qu'avec les élections démocratiques, transparentes, qui ont amené le professeur Alpha Condé au pouvoir, nous devions arriver à trouver le bout du tunnel. Malheureusement, nous en sommes avec cette situation mi-figue, mi-raisin, cette situation qui n'honore ni les Guinéens, ni l'Afrique, ni ceux qui veulent de la démocratie. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut interroger les acteurs politiques. Ceux-là qui se sont autoproclamés leaders de tel parti, de tel autre parti, qui, quand on prend tous les partis de Guinée, aucun de ces partis n'a encore organisé un congrès qui puisse légitimer un leader politique. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on est démocrate, s'il y a des élections, quels que soient les résultats, quelle que soit la procédure qui a mené l'autre à être vaincu ou à être vainqueur, il fallait pour le respect du peuple de Guinée, puisque le choix démocratique, les urnes, c'est là l'expression de la démocratie. Mais c'est ce qui s'est passé quand même en décembre dernier. Cellou Dalein Diallo s'est effacé, a reconnu la victoire de son adversaire Alpha Condé. Oui, Même mais malheureusement, il y avait un mais. Oui. Nous empêcherons le professeur Alpha Condé de gouverner. Et c'est Est-ce qu'il a fait cette déclaration? Cette déclaration a été faite à la fois par M. Cellou Dalein Diallo, à la fois par son numéro 2. Nous empêcherons le professeur Alpha Condé de gouverner. On va poser la question à Ousmane Diallo, qui est membre justement de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo. Oui. Est-ce que cette déclaration a été faite? Non, mais je pense que pour avoir un débat aujourd'hui dans un pays comme ici et puis sur une radio comme Africa numéro 1, je pense qu'il y a un minimum d'objectivité qu'il faut avoir. En reconnaissant la victoire d'Alpha Condé, le président Dalein n'a pas du tout mis d'objection en disant qu'il n'a pas gouverné, etc. D'ailleurs, il a observé un mutisme pendant quasiment 1 an. Les premières années, vous ne trouverez pas. C'est que M. Kourouma dit, moi je lui mets au défi d'en sortir un extrait dans un journal ou une déclaration comme telle qu'elle a été prononcée par El Cellou Dalein ou encore Bahouri, qu'elle appelle le numéro 2. Je pense que c'est absolument de la contre-vérité. Nous avons reconnu la victoire. D'ailleurs, aujourd'hui, l'essentiel de nos revendications ne se tourne pas autour de cette victoire, admise et reconnue par notre parti et par l'ensemble des institutions de ce pays. Donc, le blocage aujourd'hui n'est pas tant dans la reconnaissance du pouvoir ou de la victoire d'Alpha Condé. Elle est liée à d'autres questions, à d'autres sujets que nous aurons l'occasion de débattre ici. Maintenant, quand M. Kanté dit, il pose effectivement, est-ce que le vainqueur connaissait la Guinée? Moi, je dis non. Est-ce qu'il avait suffisamment évalué la situation de ce pays? Je dis non. Mais que cela nous tienne, s'il y avait un minimum de bonne volonté d'aller vers l'apaisement, il n'y avait aucun obstacle à ce que la Guinée retrouve un climat politique apaisé et qu'on puisse discuter des questions, somme toute, simples qui se posent aujourd'hui et qui empêchent le pays d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'action de l'opposition aujourd'hui qui empêche la gouvernance d'Alpha Condé, mais pour cette gouvernance, nous aurons l'occasion de l'expliquer et de voir comment on est de comprendre les raisons du malaise et des tensions, justement. Professeur Mouzan Kanté, pourquoi vous dites que finalement, celui qui a été choisi par le peuple guinéen, celui qui a été élu, en fin de compte, Alpha Condé, au terme, faut dire, d'un processus électoral qui était quand même semé d'embûches, de difficultés, d'inquiétudes à l'époque, on s'en souvient, de fortes tensions, même de violence à l'époque. Pourquoi dites que cet homme aujourd'hui n'est pas l'homme de la situation? Non, je ne dis pas qu'il n'est pas l'homme de la situation. Je suis en train de me dire simplement que, et là c'est le constat sur le terrain, parce que moi je viens de faire pratiquement 6 mois en Guinée, tous les jours, présent pendant 6 mois sur le terrain. Le professeur rencontre une difficulté majeure que nous tous qui sommes de la diaspora rencontrons souvent quand nous allons dans notre pays. Oui. C'est un pays déstructuré. C'est le mensonge. C'est l'hypocrisie. C'est l'ethnocentrisme. C'est le refus c'est le mépris de l'autre. C'est l'ensemble de ces éléments auxquels on ne pouvait pas s'attendre pour un pays qui a eu l'indépendance depuis 1958. C'est ça. Donc, quand il est arrivé, il a cru travailler avec des hommes
en se disant, on va essayer, peut-être que les conditions n'étaient pas là pour que ces gens soient des bons serviteurs du pays. Mais je crois qu'actuellement, ces décrets de dernière minute viennent de prouver que le professeur ne savait pas qu'il avait affaire à beaucoup plus de loups que d'agneaux. Oui. Donc, quand je dis qu'il ne connaissait pas, ça fait partie de ce cortège. Bah, il donne plutôt l'impression de cohabiter parfaitement avec les loups, justement, parce que bon, finalement, la question qu'on se pose aujourd'hui en Guinée, est-ce que les vieilles pratiques, les habitudes anciennes qui ont été décriées pendant très longtemps ont réellement disparu au sommet de l'État? Et ils ne peuvent pas disparaître pour le moment. Oui. C'est pourquoi, justement, les oppositions telles que nous sommes en train de les mener actuellement font partie de ces vieilles pratiques. Imaginez-vous que nous avons dit, quelle que soit la situation de la CENI, quelles que soient les conditions des élections, nous avons tous été d'accord que nous allons aller aux élections pour avoir un président démocratiquement élu. Oui. Mais pourquoi nous ne serons pas capables de concessions de nouveau pour avoir une Assemblée nationale qui permette au peuple de s'exprimer et d'édicter des lois qui sont en faveur du peuple? Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui bloque alors? Ce qui bloque, la faute à qui? Pourquoi ces élections se sont reportées? On a consacré quelques émissions ici à ces législatives qu'on attend toujours. Qu'est-ce qui bloque? Parce que finalement tout le monde s'accuse. Hein, voilà, le pouvoir dit finalement nous sommes de bonne volonté, tout est en place, on a même les documents, mais l'opposition en fait signe ces documents, ensuite se dédie. Alors finalement on a l'impression que c'est un poker menteur. Moi, c'est un jeu de dupes. Je vais vous donner un adage africain qui dit que quand 3 hommes sont incapables de soulever un taureau, c'est qu'ils n'ont pas la même intention. Oui. Celui qui veut de la viande n'aimerait pas que le taureau se lève. Oui. Celui qui veut qu'il parte labourer son champ aimerait que le taureau soit... Donc les uns appuient, les autres relèvent. C'est ça notre problème. Le problème guinéen se trouve à ce niveau. Ah, écoutez, c'est que je ne suis pas très sûr que tout le monde soit prêt. Oui. Effectivement, ce que M. Kourouma a dit tout à l'heure, même si M. Dalen Diallo n'a pas dit, comme vous semblez le dire, n'a pas dit que nous rendrons la Guinée ingouvernable par le professeur, mais les actes qui sont posés sur le terrain le disent bien. Parce que moi, j'ai travaillé pour la paix dans ce pays-là. Professeur Moussa Kanté, on va marquer une pause, c'est pour la publicité, hein. Merci. Et on essaiera de comprendre qui finalement n'a pas envie de soulever le taureau, ou alors qui est-ce qui soulève le taureau un peu plus que l'autre. On essaiera de comprendre en quelques instants, juste après la publicité. Restez avec nous. Sur Africa numéro 1, le grand débat dure jusqu'à 20h. Francis Laloupeau. Suite du grand débat. Aujourd'hui, nous parlons de la Guinée-Conakry. La parole et le regard de la société civile guinéenne sur la situation politique, économique et sociale sous le régime d'Alpha Condé. Et nous en parlons avec 3 membres éminents de la société civile guinéenne, membre de la société civile donc, Ousmane Diallo, membre de l'UFDG, c'est l'Union des forces démocratiques de Guinée, de l'opposant Selou Dalen Diallo, le professeur Moussa Kanté, ingénieur du travail social, professeur en phytothérapie, Jacques Kourouma, historien. Ils sont là avec nous et avec moi également jusqu'à 20h, maître Dominique Kounkou, avocat et pasteur, auteur du site cap-congo.org. Et nous parlerons tout à l'heure, maître, peut-être en fin d'émission, de votre cet ouvrage, hein, votre nouveau livre, nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il s'appelle donc l'Afrique cachée. L'histoire cachée. L'histoire cachée de l'Afrique aux éditions L'Harmattan, bien entendu. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, je vous dis bonsoir maintenant parce que vous êtes arrivé en retard. Et ça, je ne le cache jamais aux auditeurs. Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils le sachent. Mais c'est vrai que parce que ça, vous êtes doublement sanctionné. L'approche, mais oui, voilà. Et en plus, on m'était pas dans la rue, alors, vous voyez. Reprenons notre débat. Alors, je m'adresse à vous à nouveau, professeur Moussa Kanté, parce que il faut bien qu'on comprenne. Parce que vous disiez, est-ce que vous posez la question de savoir si les Guinéens ont voté pour l'homme qu'il fallait, l'homme qui était en adéquation, je dirais, qui était en tout cas, je veux dire, en harmonie, je veux dire, avec la réalité locale guinéenne. Vous aviez un doute manifestement dès le départ. Mais en même temps, vous dites finalement que Alpha Condé est déphasé parce qu'il est entouré évidemment de loups, de gens qui sont effectivement beaucoup plus ancrés, je veux dire, dans la réalité locale, et que lui serait peut-être en décalage par rapport à cette réalité. Mais je veux dire, il a voulu le pouvoir, il a désiré pendant des années, il s'est toujours positionné comme un opposant historique. Je veux dire qu'aujourd'hui, on peut pas non plus, ce n'est pas une excuse, je veux dire, qu'on peut lui accorder, considérant qu'il a vécu à l'extérieur, qu'il n'est pas en phase avec la réalité locale. Je veux dire voilà, ce serait plutôt d'ailleurs un défaut plutôt qu'une excuse. Oui, effectivement, ça dit que le professeur Alpha Condé travaille depuis, comme on le dit, opposant
plus de 10, 30 ans, 40 ans de sa vie, il est dans l'opposition. C'est ça. Il a rencontré ici des Guinéens en grand nombre de la diaspora avec lesquels il a monté des projets formidables. Il arrive en Guinée, il se trouve que ceux-là qu'on a combattus, s'il s'était mis à les renvoyer immédiatement, connaissant ce peuple, on aurait dit qu'il est venu faire la chasse. Mais je crois qu'il a essayé, il a cru qu'il pouvait les moraliser. Je vous jure que moi qui suis sur le terrain, je suis parti pour créer une institution sur le terrain. La médiocrité sociale dans laquelle le Guinéen est en train de baigner actuellement, l'immoralité qui domine toutes les valeurs, ont fait que ça me fait presque 2 ans, je n'arrive pas à bouger à titre individuel. C'est des choses qu'il faut être fort, qu'il faut avoir le courage de dire, quelle que soit la bonne volonté qui viendrait aujourd'hui. Pour travailler avec la population guinéenne, il fallait passer par ce qui s'est passé. Le professeur Alpha Condé, moi je dis qu'il a commencé à être véritablement le président de la République de Guinée depuis la semaine dernière. Ah, seulement? Seulement. Et pourquoi? Parce que depuis la semaine dernière seulement, il commence à nous à donner les preuves qu'il a compris ce qui se passait. Il avait affaire à des loups, comme je l'ai dit tout à l'heure, des voyous au col blanc, qui sont restés, qui étaient là et qui l'entouraient. Et tous les projets qu'il commençait, moi je suis sur le terrain, aucun projet n'arrive à avancer. Je vais vous donner un exemple simple. Qui n'est pas au courant que les manifestations de rue en Guinée ont toujours été soldées par des morts? Est-on suffisamment responsable aujourd'hui de pouvoir régulièrement inviter les Guinéens à descendre dans la rue? C'est un exemple bête. Oui. Alors que, effectivement, la loi nous autorise... Quand les Guinéens descendent dans la rue, c'est quand même la police de l'État qui réprime quand même. Voilà. Là, ce n'est pas souvent, vous voyez, j'ai fait des travaux, j'ai fait des recherches sur ce qu'on appelle la foule. Parce que quand vous voyez la constitution de la société humaine, il y a la foule dans laquelle il y a les clans. Oui, bien sûr. Le clan est organisé, la foule est spontanée. C'est un groupement d'hommes qui a la plus petite durée de vie. Vous voulez dire qu'ils s'entretuent, les gens qui manifestent? Mais les gens ne s'entretuent pas parce que ce n'est pas les gens qui s'entretuent, c'est les gens qui posent des actes qu'on doit naturellement limiter, réprimer. Et la répression finit par donner des morts. Et ce qui me gêne, c'est ce que M. Kourouma disait tout à l'heure, les leaders guinéens, chaque fois que des choses comme ça se font, s'ils sont présents, ils viennent se soigner en Europe. S'ils sont absents, c'est les enfants des autres qui meurent. Moi, je ne suis plus d'accord que qu'on pose des actes qui entraînent la mort en Guinée. On a trop souffert de ça. Sur votre propre plateau ici, nous avons déjà eu des... Alors, quand tu recules, c'est du laxisme au regard des gens parce que l'état de droit doit avoir les moyens. Ici en France, aux États-Unis, partout, la répression existe quand les gens sont incapables d'observer le civisme. On va poser la question quand même à Ousmane Diallo parce que votre parti a souvent appelé à manifester justement dans la rue. Un des reproches qu'on a fait à ce nouveau pouvoir, c'est justement d'avoir la main lourde en matière de répression. Il y a eu des manifestations qui ont été durement réprimées, des arrestations multiples, des procès un peu expéditifs. Enfin, en tout cas, je fais un peu la liste, je dirais, des griefs, en tout cas, qui sont adressés à ce nouveau pouvoir, notamment par votre parti. Oui, en fait, je pense que M. Kanté reprend un discours qui n'est pas logique. Vous savez, moi, je suis dans la politique depuis le début du multipartisme en 90. Et vous êtes jeune. Il n'y a jamais eu en Guinée une barbarie orchestrée par un parti politique. C'est toujours le pouvoir qui est à la base de la répression. D'ailleurs, il y a quelques semaines en arrière, lorsque le pouvoir a autorisé une marche de l'opposition, elle a drainé des centaines de milliers de personnes à travers Conakry. Il n'y a pas eu un chat qui a été griffé. Il n'y a pas eu une seule boutique qui a été pillée. Comment cela était-il possible? Pourtant, il y avait un encadrement. Comment c'était fait? Et toutes les victimes guinéennes, c'est des victimes par armes. Armes à feu. Et c'est de l'armée qui tire sur les gens. Et par ordre. Et ça, on l'a constaté. Lorsque l'armée ne reçoit pas l'ordre de la répression, elle ne réprime pas. Il y a eu des manifestations en Guinée qui drainent des centaines de milliers de personnes. Et lorsqu'on dit, et je pense que c'est toujours les enfants des autres qui sont là, je pense que ça fait partie un peu de la propagande du gouvernement. Quand Cellou Dalein a appelé, Cellou Dalein a toute sa famille en Guinée. Il n'a qu'une petite fille qui est au baccalauréat en France. Tout le reste est en Guinée. Quand il l'appelle à la marche, il n'a jamais été chez lui. Il est à la tête de cette marche.
Donc qu'on arrête de dire que les opposants appellent. Tous les opposants qui ont appelé à la manifestation en Guinée étaient dans la foule. Mais qui tire sur la foule? Qui ordonne qu'on tire sur la foule? Les premières victimes de ce régime, c'était quand même à l'occasion d'un accueil, d'un retour de Cellou Dalein en Guinée, à l'aéroport. On a tiré le jeune Jakaria qui était venu acclamer Cellou Dalein. Quel est le crime? Dans quel article de nos constitutions on autorise l'armée à tirer? Mais l'article 10 de notre constitution autorise les Guinéens à manifester. Il faut quand même qu'on respecte. Quand on dit qu'on veut l'état de droit, la bonne gouvernance, ça commence par respecter les règles édictées et les lois édictées dans notre constitution. Si c'est autorisé de marcher, le cadre est clair. Il n'est pas normal qu'un pouvoir réprime parce que la loi l'ONU autorise absolument pas du tout. Ça, c'est les exceptions. Et cette brutalité, c'est toujours l'État qui l'exerce sur les partis politiques. Jacques Kourouma, historien, est-ce que le pouvoir actuel a rompu avec ce qu'on a considéré pendant très longtemps comme la violence d'État? C'est bien que vous employez le mot rompu. Le professeur Alpha Condé a été élu sous le thème de changement et le bout qui manquait, c'était la rupture. Et c'est ce manque de rupture qui fait qu'aujourd'hui que la Guinée piétine. Mes deux prédécesseurs viennent de dire que, surtout mon ami de Ousmane Diallo, vient de dire que la Constitution, l'article 10 de la Constitution autorise les manifestations. Je suis bien d'accord. Mais avant même que les enfants ne sortent, le premier leader de l'opposition dit à l'ensemble des jeunes, êtes-vous prêts à aller mourir? Quelle est l'intention qui est derrière? Ça sont des incantations quand même politiciennes, quoi. Je crois pas que dans les pays où nous résidons aujourd'hui, qu'il y a eu une manifestation, un appel d'un homme politique en France, ou partout ailleurs dans le monde où on parle de démocratie, que le leader politique, même en Chine, que le leader politique dise à ses militants, à ses sympathisants, êtes-vous prêts à mourir? Mieux que ça, en Guinée, il y a géographiquement, et les militants de Cellou Dalein Diallo sont cantonnés dans ce que nous appelons aujourd'hui en Guinée l'axe du mal. Le terme est fort. Le terme est très fort, l'axe du mal. Et cet axe du mal, c'est une réalité que aucun Guinéen ne peut nier aujourd'hui. C'est effrayant ce que vous dites. C'est effrayant, mais c'est la réalité. Alors, cet axe du mal, c'est de là que provient ce que nous appelons, ce que vous êtes en train de décrire. Je vais, pour un peu rafraîchir la mémoire. Vous êtes un historien, allez-y. Alors, quand Dadis était au pouvoir, ces enfants de Bampito, de Lax Koza, Amdalaï, c'est eux qu'on a poussés et qu'on a préparés à aller sur le terrain. Donc, nous attendons aujourd'hui le jugement. On attend. J'espère que la vérité historique va s'établir et que ceux qui ont occasionné, ceux qui ont provoqué, ceux qui ont ourdi ces massacres seront... Vous parlez du massacre au stade. Septembre seront connus. Donc, l'axe du mal est armé. C'est le bras armé de l'opposition guinéenne que dirige aujourd'hui Cellou Dalein Diallo. Il faut qu'on le dise. C'est une accusation grave quand même. Non, mais je le dis et je le mets, je le dis et je prends toute la responsabilité et je le dis avec gravité. J'ai cru entendre également dans votre propos là à l'instant quelques excuses accordées à Dadis Camara. Quelques excuses, non. Dadis Camara. Bienveillance comme ça dans votre propos, non? Dadis Camara est juste à preuve de contraire, innocent à ce constat. Il y a un maître qui est à ma droite qui pourra le dire. Tant qu'on n'a pas la preuve, pour moi, Dadis est innocent. Mais nous ne sommes pas là pour faire le procès de Dadis. Présumé. Voilà, est présumé innocent. Est présumé innocent. C'est un lapsus. Est présumé innocent. Donc, nous ne sommes pas là pour faire le procès de Dadis. Mais l'axe du mal, cet axe du mal existe en Guinée. Et cet axe du mal, c'est de là que part tout ce que nous voyons aujourd'hui et avec amertume. Ousmane Diallo va vous répondre parce que le terme axe du mal est quand même un terme assez fort, je veux dire, à tout le moins. Vous savez que le grand débat, c'est également sur facebook.com/le grand débat. Les auditeurs interviennent en direct sur Internet. Monsieur Ibrahim Diallo qui s'adresse à vous et vous salue et il nous dit la Guinée a raté son départ en commençant par la présidentielle au lieu des législatives. Car tout élu ferait tout pour confisquer le pouvoir. Monsieur Alpha Condé a quitté la Guinée adolescent et n'a jamais vécu 5 ans de suite en Guinée.
Et il est âgé aujourd'hui de plus de 73 ans. Il ne connaît pas les Guinéens, dit Ibrahim Diallo. Pourquoi avoir gardé tous les proches de Conté? C'est une question. Autre question, pourquoi les audits faits ne sont pas rendus publics? Ne sont pas encore rendus publics? Deuxième question. Autre question, pourquoi le président n'a pas révélé encore ses biens, son patrimoine? N'a pas publié en tout cas son patrimoine. Et l'opposition, Ibrahim Diallo conclut en écrivant, l'opposition, elle, manque de vision et de stratégie. Voilà une analyse en tout cas assez, un peu, panoramique en tout cas de Ibrahim Diallo sur la situation en Guinée. Ousmane Diallo, je vous écoute. Oui, au fait, moi je pense que les accusations de Monsieur Kourouma ne m'étonnent pas. Je connais le personnage, je lis souvent ce qu'il écrit. Je le connaissais au moment où Alpha Condé c'était sa bête noire. Oui. Je connais ces écrits-là. En ce moment, aujourd'hui, c'est son ange. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que lui, il appelle. C'est l'ange qui parle de l'axe du mal. Hein. C'est que lui, il parle aujourd'hui de l'axe du mal. C'est l'axe de la démocratie. Aujourd'hui, il peut le dire que c'est l'axe du mal, oui. Mais c'est grâce aux enfants de Conakry, c'est grâce à leur sacrifice qu'Alpha Condé est là où il était, là où il est aujourd'hui. Et c'est grâce à la détermination de ces gens-là qu'il accuse d'être l'axe du mal. Mais il me semble que ces personnes, personne n'a jamais été pris armé, qu'il soit de l'opposition ou de cette population. C'est toujours l'armée qui a les armes. Quand il parle de la déclaration de la cellule d'Alain, tout à l'heure appelant les gens s'ils sont prêts à mourir, dans quel contexte? Je pense que c'est là qu'il y a la mauvaise foi de M. Kourouma. Dans quel contexte ça s'est passé? Le 27 septembre, l'année dernière, nous avions appelé à une marche. Tous les jours, dans les médias d'État, le gouverneur de Conakry sortait avec le ministre de l'Intérieur, Alassane Condé, qui menaçait de tuer, de massacrer, d'arrêter tout manifestant qu'il prendrait dans la rue. De tuer. Ils ont dit, le gouverneur de Conakry, on va les massacrer. Il a dit, on va les massacrer. Textuellement, j'étais à Conakry. J'ai conduit cette marche et vous avez les vidéos, y compris des déclarations du gouverneur de Conakry, en ligne sur le site de Boubacom, pour ne pas lui faire la publicité. Donc, nous étions là. Et c'est dans ce contexte-là, nous aussi, pour galvaniser les gens, comme le pouvoir menaçait de nous tuer, de massacrer, d'arrêter des gens, nous demandions aux gens s'ils étaient prêts à subir cette puissance-là, mais à ne pas renoncer à la lutte pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Voilà le contexte dans lequel elle a passé cet acte-là. Aujourd'hui, le pouvoir prend ce bout de phrase et les alliés du pouvoir pour essayer de transformer. Utile quand même, Jacques Kourouma. La précision est utile. C'est clair. Aujourd'hui, il essaye de prendre cette phrase pour faire de la cellule un homme belliqueux. L'homme est connu quand même pour son aversion pour la paix, pour le respect des institutions et des lois. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui lui a amené à accepter les résultats de l'élection. Beaucoup de leaders guinéens n'auraient jamais accepté de déclarer perdant à l'élection et dans le contexte ça s'est passé. Il appelle cet axe le soutien de l'IFDG. Si on prend ne serait-ce que les résultats des dernières présidentielles, c'est 47% de la population. Oui. Il y avait que 100 000 voix entre le vainqueur et le perdant. Si c'est tous ces soutiens-là qu'il appelle l'axe du mal, je doute beaucoup de l'impartialité de M. Kourouma. Aujourd'hui, il y a un problème. Il faut qu'on essaie de savoir comment est-ce que le résoudre. Et ça fait partie des problèmes de la gouvernance. On va y arriver. Vous êtes là pour ça d'ailleurs. On va marquer une pause pour la publicité. Ensuite, on écoutera la réaction, évidemment, du professeur Moussa Kanté et aussi des auditeurs qui nous appellent. À tout de suite. Africa numéro 1. 2 heures d'actualité et de débat. C'est avec Francis Laloupeau dans le grand débat. Et avec Maître Dominique Kounkoun, avocat et pasteur, débatteur du jour, et nos invités, les membres de la société civile guinéenne, avec lesquels nous parlons de la situation économique, politique, économique et sociale de ce pays. Ousmane Diallo, membre de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, de Cellou Dalein Diallo, professeur Moussa Kanté, ingénieur du travail social, professeur en phytothérapie, et Jacques Kourouma, historien. Alors, Amilcar Hamado qui nous dit sur Internet, il dit ce qu'on entend de votre invité historien est très effrayant. Ouais, j'étais pas le seul à être effrayé par l'expression l'axe du mal. Ça existe. Et toujours Amara Kaba qui s'adresse toujours à vous, Jacques Kourouma. Vous avez beaucoup de succès. Qui vous dit, Monsieur Kourouma a été un soutien très fort pour Dadis Camara. Aujourd'hui, vire sa veste pour le parti au pouvoir. Qualifier une frange de la population d'axe du mal est, à mon sens, très grave de la part d'un historien, dit Amara Kaba. Vous lui répondez dans quelques instants. Mais vous avez vos casques, messieurs. Nous allons écouter l'auditeur qui nous appelle, qui était très patient, qui est guinéen. Monsieur Souleymane, mon cher Souleymane, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Patrick. Avant tout d'abord, j'ai dit bonjour à tous vos invités. Donc voilà, j'aimerais quand même dire quelques mots à l'antenne que voilà, donc aujourd'hui, tout le monde sait que 99% des élections qui se passent en Afrique, il n'y a jamais eu des élections propres et honnêtes. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que de la Guinée. Donc moi, personnellement, je demande le parti politique et les sociétés civiles et le gouvernement de faire tout pour aller vers la négociation pour enfin aller aux législatives pour libérer Guinéens. Ça, c'est un point. Deuxièmement,
je pose aussi des questions à M. Kourouma. Il y a quelques jours, on a vu des banditismes qui ont été arrêtés aussi avec des armes. Il y en a un en personne, lui-même, il l'a dit, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il a commis 5 attentats. Il les a montrés à la télé. Est-ce que c'est de les montrer pour prouver la population que oui, ils sont là pour assurer la sécurité guinéenne, de les libérer le lendemain parce qu'ils sont 1 ou 2 millions à côté? Qu'est-ce que ces gens-là, ils risquent? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, je demande aussi le président, bien dit, j'ai bien dit président, nommé, bien sûr, président, nommé. Qu'est-ce qu'il va se faire par rapport de Fatou Bensouda qui va s'installer à La Haye? Apparemment, il y a quelques Guinéens qui vont bien sûr se répondre quelques questions pour tout ce qui s'est passé en Guinée. Pour mettre fin à ma conversation, je dis bien sûr, les frères et les sœurs guinéens, essayez de rester calmes pour que la politique ne divise pas. Aujourd'hui, on est tous Guinéens. Si la Guinée va, on est tous bien. On est le champion à critiquer, mais il n'y en a pas un qui va dire que oui, c'est moi ou c'est l'autre. S'il vous plaît, restons calmes, allons aux élections. Arrêtons de dire tel c'est peu, tel c'est l'autre. Arrêtons de minimiser Diallo sur l'écran parce qu'il est X ou il est Z. Il n'y a pas que lui en tant que politicien. Je ne vous parle pas en tant que parce que je suis peu. Mais moi, ça me fait mal aujourd'hui que la Guinée, on est en 2012. On n'arrête pas de dire l'autre c'est Mali, que l'autre c'est Peu, l'autre c'est Diakalke. On en a assez de ça, s'il vous plaît. Restons calmes, allons aux élections. Merci Souleymane. Je vous remercie. Merci beaucoup Souleymane d'avoir contribué à ce débat. Professeur Moussa Kanté. Oui. Donc, vous voyez ce que je disais au début, et aucun chef d'État du monde ne peut s'attendre à un peuple où les gens se permettent simplement de dire on va se tuer. Pour quelqu'un qui a évolué dans la démocratie, vous voyez, on est en train de m'apporter à travers ce débat la preuve de ce que je disais. Le professeur Alpha Condé, je sais qu'il savait qu'il y avait des difficultés en Guinée, mais que des leaders effectivement puissent se permettre de dire publiquement nous pouvons nous tuer, nous pouvons tuer, vous allez pour vous tuer, c'est difficile. Et quand je disais tout à l'heure que les leaders... Non, mais Ousmane Diallo a replacé ça dans le contexte tout à l'heure. Il a contextualisé quand même ses propos. Oui. Bon, je crois qu'on était tous d'accord là-dessus. Non, on n'était pas tous d'accord. Parce que je voulais ajouter aussi quelque chose. C'est que Alassane Condé, lui aussi, vient de dire que Alassane Condé, qui est ministre, a dit aussi que, bon, ça je n'ai pas suivi pour ce cas, mais pour le cas de monsieur Dalen, ça on a tous suivi parce qu'il le disait devant un public assez important. Mais il a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Ousmane Diallo, hein. Ousmane. Quand il dit que le président vient de mobiliser beaucoup de monde et qu'il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y a eu rien, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que le président n'a pas mis en place tout le système dans ce cas pour amener ces hommes là-bas? Et je dis, tant que l'opposition guinéenne ne se donne pas les moyens, le seul moyen qu'il peut avoir, c'est son Assemblée nationale. Oui. Tant qu'il n'y a pas une Assemblée nationale en Guinée, les lois dont on est en train de parler, nous ne sommes que des surveillants d'une loi. Ces lois doivent être amendées et doivent avoir des mesures d'accompagnement. La question qu'on se pose, c'est que qui a intérêt à ce que ces élections soient reportées indéfiniment et à maintes reprises? Il y en a 3 parties qui ont intérêt. La première partie, c'est ce que je vous disais, l'histoire de mon taureau, je ne m'éloigne pas. Oui, l'histoire du taureau était, voilà, mais belle parabole, hein. Bon. Alors, l'histoire du taureau, on y est. Les partis politiques, actuellement, je ne sais pas, ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Alors que nous étions tous d'accord d'aller à faire une élection qui a amené le président de la République au pouvoir. Nous étions tous d'accord que les conditions n'étaient pas absolument propres. On a été tellement coincés qu'on est parti même chercher un président de la CENI dans un pays voisin. Oui. C'est dire qu'on était incapables nous-mêmes de surpasser nos propres difficultés. Si aujourd'hui nous avons fait cette élection et qu'on a un chef d'État, moi je trouve qu'il y a eu de la mauvaise foi au niveau des leaders politiques chez nous pour qu'on puisse surpasser ça. Le monsieur qui vient de parler en dernier lieu... Le comportement de Cellou Dalein Diallo avait été quand même reconnu par la communauté internationale comme plutôt
élégant à l'époque, à un moment où il reconnaissait la victoire d'Alpha Condé. On sait dans quelles conditions les élections ont été quand même tenues. On va pas refaire l'histoire des élections. Il fallait bien à un moment donné trancher, il fallait bien arrêter le processus. Et Cellou Dalein Diallo a été un contributeur absolument admirable, je dirais, de l'aboutissement que l'on connaît, qu'on a connu en décembre dernier, en novembre en tout cas, pour cette élection périlleuse à l'époque. Monsieur Francis, si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Guinée, il faut qu'on ait le courage de le dire. Depuis la fin de ces élections, il y a deux choses qui sont très embêtantes dans ce pays. Il y a une montée de l'ethnocentrisme. La faute à qui? Les leaders politiques. Tout le monde s'accuse. Tous confondent. Non, les leaders politiques. Les leaders politiques, y compris le groupe du président de la République, hein. Ouais. Parce que s'il avait voulu que les choses se passent autrement, peut-être qu'elle allait se passer autrement. Il y a un mouvement communautaire excessif. Aujourd'hui, vous allez voir... Lequel? Le président de la République a des soutiens actuellement qui sont des mouvements communautaires. Oui. Il faut dire la vérité. Parce que quand je vois qu'avant, lorsque moi j'étais petit à Conakry, on disait globalement Soussou. Aujourd'hui, il y a plus globalement Soussou. Une ethnie de la Guinée, il faut le préciser. Dans Soussou, avant, on avait le Bassari, le Landouma, le Migueforé, le Soussou lui-même, etc. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation communautaire telle que chacun est en train de rechercher une identité particulière. Pardonnez-moi, professeur Kanté, on arrive, voilà, ce sera le journal dans quelques instants. Ça serait un peu la mi-temps, en quelque sorte, pour ce débat, hein, parce que c'est rare que nous consacrions toute une édition à un sujet. Je pense que bon, on a tous, il y a un besoin du public, en tout cas, d'informations sur la Guinée. Et puis, je pense que bon, voilà, c'est quand même pour beaucoup un foyer de crise. Et tant qu'il y a un foyer de crise quelque part, évidemment, il faut prendre en compte la préoccupation des auditeurs et des Africains, évidemment, en particulier. On va demander juste à Maître Dominique Nkoum de nous apporter sa parole, un peu pas de candide, mais d'observateur en tout cas, avant donc de rejoindre Libreville pour le journal. D'abord, merci pour ce débat parce que c'est vrai qu'on a besoin d'être éclairé. Bon, on a rencontré ici Alpha Condé. Sa présidence, son élection a été pour nous tous, hein, d'une certaine manière, parce que pour chaque pays d'Afrique, on a une espérance. On s'est dit, il faudrait que les choses décollent. Donc, quelquefois de l'extérieur, on a peine à comprendre. Par contre, il y a un point qui m'a paru important. Peut-être il faudrait qu'on y revienne dans la deuxième partie. Vous avez dit, professeur, que ce n'est que la semaine dernière... Professeur Moussa Kanté. Oui, que ce n'est que la semaine dernière que, disons, le professeur Alpha Condé est devenu président. Et je crois que c'est une métamorphose qui mérite qu'on puisse y réfléchir. Et puis, deuxième point également, c'est que ce qui m'étonne beaucoup, bon, c'est vrai que je crois qu'on peut vous le faire un peu le reproche, hein, ça me paraît très lourd. Vous regardez là, vous en donnez les éléments. Vous adressez à Jacques Kourouma. Voilà. J'ai pas juste à présent répondu, j'attends. Alors, vous allez répondre largement. Voilà. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on avait reçu ici, je crois, dans un débat, Monsieur Diallo. Hein, Cellou Dalein Diallo. Oui. Voilà, c'est ça. Et j'avais trouvé vraiment je l'avais trouvé beaucoup de distance, beaucoup de sagesse aussi et un amour du pays. Alors, la question que je suis en train de me poser, puisque là, on a un blocage électoral, hein, c'est ce que législatif. Je me demande s'il n'y a pas besoin de retrouver la même dimension. Voilà. Très bien. On va marquer une pause et on va vous retrouver après le journal, messieurs Ousmane Diallo, professeur Moussa Kanté, Jacques Kourouma, pour continuer donc à faire cet état des lieux de la Guinée-Conakry, votre regard en tant que membre de la société civile sur cette Guinée sous le régime de Alpha Condé. On se retrouve après le journal. À tout à l'heure. À tout de suite. Africa numéro 1. 18h, 20h, le grand débat. Francis Laloupeau. Avec nous dans cette émission, Ousmane Diallo, membre de l'UFDG, Union des Forces Démocratiques de Guinée. De Cellou Dalein Diallo, c'est l'opposition guinéenne. Professeur Moussa Kanté, ingénieur du travail social, professeur en phytothérapie, et Jacques Kourouma, historien. Nous parlons de la situation en Guinée-Conakry, une analyse en profondeur de cette situation qui préoccupe pas seulement les Guinéens d'ailleurs, hein, voilà, comme on le disait tout à l'heure, ça reste un foyer de crise. Et à ma compagnie jusqu'à 20h, Maître Dominique Nkoum, débatteur, avocat et pasteur, auteur du site cap-congo.org. Dernier ouvrage paru, l'histoire cachée de l'Afrique, c'est aux éditions L'Harmattan. Alors, quelques messages sur Internet. Ensuite, on écoutera la réaction contenue depuis tout à l'heure de Jacques Kourouma, voilà, qui a beaucoup de succès sur Internet. Et puis ensuite, on passera à quelques sujets quand même de l'actualité guinéenne, bien entendu. Et on écoutera vos réactions et vos réponses donc sur ces sujets d'actualité. Alors, Ibrahim Diallo qui nous dit sur Internet, si je peux
Monsieur Kourouma, si je peux, oui, vous pouvez évidemment. Monsieur Jacques Kourouma avait tenu les mêmes propos sur Monsieur Alpha Condé, qu'il avait accusé à l'époque d'avoir fomenté une rébellion contre l'ex-président, l'ancien président Lansana Conté, et bien d'autres mots. Allez sur Internet, nous invite Ibrahim Diallo pour voir les écrits de Jacques Kourouma entre 2007 et 2009. Enfin voilà, ouais, vous êtes quand même célèbre. Hein. Autre message, cette fois-ci adressé au professeur Moussa Kanté, de Amara Kaba qui nous dit, pour prendre le professeur Kanté au mot, c'est bien la semaine dernière que le professeur Alpha Condé a commencé à réaliser le pétrin dans lequel il s'est volontairement installé, en s'entourant de spécialistes en corruption. On lui a fait croire que son salut passait par l'embauche des corrompus et que, grâce à leur soutien, il pourrait se maintenir au pouvoir pour 2 mandats. Alpha Condé réalise enfin que seul le peuple pourra lui garantir son fauteuil si on se fie à cette dernière déclaration, dit Amara Kaba. Voilà quelques messages sur Internet. Jacques Kourouma, c'est à vous. Oui, merci. Je vais reprendre quelques points. Mon ami Ousmane Diallo a dit que j'ai combattu Alpha, effectivement. Ça, je le reconnais. Je l'ai combattu. J'ai changé en tant que démocrate. Lorsque j'ai vu que la Guinée était menacée de retomber dans les mains des mêmes qui ont fait de la Guinée un pays de misère, malgré ses potentialités, à la fois les ressources du sous-sol, des hommes et ce que l'indépendance promettait. Donc, j'ai dit non. J'ai pris personnellement mon téléphone le 27 juin pour l'appeler, pour lui dire, ici en France, j'ai créé le Front républicain pour barrer la route à tous ceux-là qui, par leur gestion mafieuse, par la malgouvernance, ont fait que nous sommes la C'est bizarre que vous parlez de gestion mafieuse parce que pendant les élections l'année dernière, en 2010 plutôt, on avait entendu parler de la mafia, la mafia Peul. Non. Ah si, moi j'ai entendu parler de ça. Oui. Alors, là je dis gestion mafieuse. Je sais pas ce que recouvre votre mot mafia, mais je dis mafia. J'ai quelques craintes. Je dis mafia, mais oui. je dis pas mafia Peul. D'accord. Parce que la mafia qui est en Guinée, rassurez-moi. La mafia qui est en Guinée, c'est un conglomérat de tous ces médiocres qui sont parvenus par le jeu d'un pouvoir, des pouvoirs successifs qui étaient remplis de médiocres. Oui. Donc c'est cette mafia. Vous vous souvenez, lorsque les jeunes militaires ont pris le pouvoir, on a vu que la Guinée était devenue un État trafiquant, un État qui trafiquait la drogue. La Guinée était devenue une plaque tournante de la drogue. Donc, je me dis, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Alpha. Parce que pour moi, Alpha était extérieur à tous ces pouvoirs successifs qui, pendant 52 ans, ont maintenu la Guinée dans le sous-développement, dans la misère, dans la corruption. Donc, cet homme-là, il fallait le supporter pour rompre avec tous ces hommes qui sont aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue de faire. Parce qu'il faut soutenir Alpha. Pourquoi il faut le soutenir? Malgré tout ce qui est cette marche dilettante aujourd'hui, mais il faut le soutenir parce que le salut, l'embrassade de la Guinée, de la démocratie par la Guinée passera par cet homme. J'en suis persuadé. Le seul élément qu'il faut dire aujourd'hui. L'élément aussi, c'est quand même de savoir quand la Guinée pourra vivre dans un système où un pouvoir et une opposition pourraient cohabiter dans un climat apaisé. Justement. Et ça fait partie de l'histoire de la Guinée. On a du mal à comprendre parce que dans tous les débats sur la Guinée qu'on organise ici, ça se termine souvent par un dialogue de sourds. Hein. Non, aujourd'hui, je crois qu'il faut que les Guinéens comprennent à la fois la majorité présidentielle, à la fois l'opposition. Parce que les mêmes qui étaient hier, que nous avons combattus, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit le changement est venu sans la rupture. Oui. Ce sont ces mêmes qui se retrouvent aujourd'hui. Et puis, c'est la lutte pour la survie. Chacun veut l'humilité. Qui se retrouve avec Alpha Condé, vous voulez dire? Voilà, qui se trouve quelque part avec Alpha Condé. Et dans l'opposition, tous ces gens... Ils sont partout. Ils sont tous partout. Bah, l'axe du mal, l'axe du mal est très large. Hein. L'axe du mal dont je parle... Alors, parce qu'il y a eu un amalgame tout à l'heure. Oui. Je dis, c'est toute une population qui a élu. Non, c'est pas tous les électeurs de Cellou Dalein que je respecte en tant que concitoyen, en tant que confrère, en tant que frère. Oui. Je le respecte. Mais l'homme politique, pour avoir géré la Guinée pendant 30 ans dans l'administration guinéenne, alors c'est son œuvre en tant qu'homme public, homme politique que je combats, mais je le respecte
en tant que frère. D'accord. Maintenant, les audits, pourquoi les audits n'ont pas eu lieu? Et là, il faut le reprocher au pouvoir en place. Parce que quand on a le pouvoir, il faut avoir le courage politique d'appliquer la loi avec la rigueur que cela demande. Malheureusement, on a en Afrique et principalement en Guinée un pouvoir qui se gère comme si c'était le pouvoir traditionnel. Lorsqu'on a les audits les travaux ont été finalisés et que le rapport a été déposé, il fallait aller au bout, laisser la loi se dire, laisser les juges, laisser les impliqués, les présumés concernés être audités. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait et nous sommes revenus à la case de départ. Oui. Pourquoi? Parce que le professeur pensait qu'en taisant les résultats des audits, ça allait permettre à l'opposition d'aller. Parce que tous sont concernés. Ils sont tous des anciens premiers ministres qui ont géré le pays, qui n'ont rien donné. Aujourd'hui, ils parlent d'électricité, ils parlent de manque d'eau, ils manquent de ci, de cela. Il n'y a pas eu pendant 50 ans, pas un seul petit appartement. Il faut quand même préciser que ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir en Guinée. Hein. Non, c'est pas l'opposition qui est au pouvoir. Donc c'est le pouvoir actuel qui est comptable quand même de ce que vous dites. Hein. Non, le pouvoir actuel hérite de quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Mais que fait-il ensuite de cet héritage? Alors, cet héritage, c'est ça la difficulté. Il faut maintenant que les Guinéens que nous sommes, de quelque bord que nous soyons, que nous nous disions, voilà le passé, voilà ce que nous avons comme passif de notre histoire. Cette histoire douloureuse. Comment penser les plaies? Alors, essayons de nous dépasser, de transcender nos difficultés pour qu'ensemble nous trouvions une voie, une issue. Et l'issue là, il faut aller aux législatives. Et donc, il faut laisser aussi du temps au temps, comme on dit, hein. Pas trop, parce que nous avons eu trop de temps au temps, on a donné trop de temps au temps. C'est une transition parce que c'est ce que pense un peu une auditrice qui nous appelle, Madame Bintou. Madame Bintou, bonsoir. Alors bonsoir, c'est Madame Kaba Bintoubé, c'est difficile à dire. Bon, oui. Francis, je vous remercie parce que votre émission, je le suis régulièrement, même si je ne suis pas sur Facebook. Merci beaucoup. Vous essayez de débattre tout, pas que la Guinée, ni l'Afrique, l'Europe, un peu partout. Merci pour ça. Merci à vous. Alors, bonsoir à vos débatteurs. Seulement, moi, ce que je voulais dire à l'opposition, au jour d'aujourd'hui, ce sont eux qui veulent pas aller aux élections parce que, premièrement, ils sont en train de perdre du temps parce que Alpha est en train de poser des actes qui ne pourraient être que néfastes pour eux. Et chaque fois qu'on dit qu'il y a marche ou quoi que ce soit, je vous prie de visionner encore tout ce qui se passe en Guinée. Vous verrez que du côté de Dalin, il n'y a que des jeunes. Certainement, il y a d'autres qui n'ont même pas la majorité encore. Et je défie quiconque. Depuis Siradio, depuis Ba Mamadou, Alpha a toujours été être là pour l'ensemble des Guinéens. Il a sillonné toute la Guinée, parce que ça fait des années que je le suis. En ce temps-là, ni Dalin, ni Sidia, ni Kouyaté n'étaient présents. Donc il sait, il connaît la Guinée, même si on dit que c'est un diaspora, il connaît la Guinée, il a pris la Guinée de fond en comble. Donc, les élections au jour d'aujourd'hui ne dépendent que des choses que de l'opposition. Et cette opposition-là, ils veulent aller à l'Assemblée nationale. Dans un pays où on ne paye pas de taxes d'habitation, ils sont propriétaires, ils ne savent pas ce que c'est que la taxe foncière. Et la plupart des Guinéens, étant analphabètes, désœuvrés, où il n'y a pas d'argent, c'est pour cela Alpha a bien dit, j'ai hérité d'un pays mais pas d'un État. On vient de dire tout à l'heure que l'audit, il fallait aller au bout. Comment voulez-vous qu'on aille au bout si la justice même n'existe pas, si l'État n'existe pas? Et tout le temps, et Alpha il a dit au palais devant tout le monde, ils étaient tous là. Il dit, si aujourd'hui je dois me battre contre vous, vous irez tous en prison parce que vous avez tous pris. Tous ces présidents-là, tous ces ministres, ils étaient là. Donc la Guinée, ce qu'on doit faire, en tout cas moi, ce que je pense, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de mettre de l'eau dans nos vins et
essayer d'effacer les 3 milliards et quelques qu'on doit gommer, que ces premiers ministres et les anciens présidents de la République ont bouffé avec leur famille. Moi, ça fait 40 ans que je suis là. Mais maintenant, je suis à la télé, je suis sur l'Internet. Donc, l'opposition est en train de perdre parce que Alpha est en train de poser des actes. Et l'eau, et l'électricité, et l'agriculture, et en même temps être dans le concert aujourd'hui du monde entier pour poser des actes qui va leur être néfastes. Oui. Donc, à les élections, ça leur bénéficie qu'aujourd'hui, ils auraient quelques miettes pour aller siéger à l'Assemblée. Mais en tant que femme, Francis, en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, je demande à l'opposition et je demande à l'ensemble du monde politique de la Guinée d'arrêter de tuer les enfants, d'arrêter de tuer nos frères et d'arrêter de tuer nos maris. Parce que c'est très difficile, 1 mois de grossesse, 9 mois de grossesse, et de t'appeler au bout d'une minute que ton enfant est mort. Ça fait mal. Donc on n'est plus au combat. Alpha est là pour 5 ans, il n'est pas éternel. S'il ne travaille pas, au bout de 5 ans, il va partir. S'il est là au bout de 10 ans, il pose les actes. Après 10 ans, il ne se représentera plus. Je sais que c'est un homme intègre. Donc, on se calme. Je vous remercie. On se calme. Merci Bintou, merci beaucoup. Merci infiniment. On revient en plateau. Ousmane Diallo. Oui, je pense que s'il y a aujourd'hui des difficultés dans notre pays, il faut que les gens acceptent de comprendre l'origine du problème. Nous avons un problème électoral. Ceux qui disent que c'est l'opposition qui a intérêt ou qui bloque le processus, mais ils racontent ce qu'ils veulent, mais c'est tout sauf la réalité. Pourquoi aujourd'hui on est au blocage? Nous avons dans l'opposition un certain nombre de revendications qui sont liées à ça. D'abord, nous avons demandé au président de la République de rétablir les conseils communaux qui ont été injustement démis. Parce que pour démettre un conseil communal, la loi est claire. Il faut expliquer aux auditeurs, parce que c'est un peu ils ont été élus, le président de la République arrive. Il a considéré qu'ils étaient arrivés au terme de leur mandat. Non, il a considéré qu'il y a eu un audit qui a montré qu'il y avait une mauvaise gestion. D'accord. Et donc, en vertu de cela, il les a démis et mis en place des délégations spéciales. C'est ça. Alors, on se rend bien compte quand on regarde la géographie de ces destitutions, que c'est surtout des gens qui étaient en faveur du pouvoir. Sinon, la loi est claire là-dessus. Lorsqu'on a fait un constat d'une mauvaise gestion, il faut passer par la case justice et que la justice condamne au moins les 2/3 du conseil. C'est ça, après ça seulement que le pouvoir peut démettre le conseil. Mais là, on nous dit qu'il y a eu un audit que personne n'a vu. Et il y a eu une loi qui a été prise pour destituer. Et ça, c'est arrivé. Nous avons dit qu'il faut les remettre. Pour la CENI, il y a un blocage. La Commission nationale électorale, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il a demandé à ce que cette commission soit restructurée. Nous avons dit aujourd'hui, est-ce que les raisons pour lesquelles il a demandé ça ont été réglées? Parce qu'en ce moment, il dénonçait l'incompétence, il dénonçait le manque le parti pris, le parti pris des acteurs de la CENI, etc., etc. Est-ce que ces questions ont été réglées? Pourquoi nous disons ça aujourd'hui? De rétablir la parité, parce que simplement cette institution, c'est une institution paritaire qui contient des représentants des partis politiques. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui étaient majoritaires là-dedans, qui étaient le parti au pouvoir avant, ont officiellement migré vers le pouvoir. Ousmane Diallo, suite de votre exposé dans quelques instants, le chronomètre s'impose à moi aussi. On marque une pause pour la publicité. On revient juste après. Restez avec nous. Ne partez pas. À tout de suite. Jusqu'à 20h sur Africa numéro 1, c'est le grand débat. Le grand débat, Francis Laloupo. Suite de notre débat sur la Guinée-Conakry. Alors, on vous laisse finir, Ousmane Diallo, et ensuite on va passer quand même aux questions d'actualité, parce que voilà, le débat sur la Guinée est très vaste. On aurait pu faire 4 heures d'émission là-dessus, mais bon, on est pas. Je vais essayer d'être le plus bref possible. En fait, il y a des blocages au niveau de la Commission nationale électorale qui sont liés aujourd'hui au déséquilibre qui est constaté. L'opposition demande sa restructuration pour qu'elle reflète mieux aujourd'hui l'espace politique. Le pouvoir dit qu'il faut garder la CENI telle qu'elle est aujourd'hui pour aller aux élections. C'est un nœud de blocage aujourd'hui. Donc autour de cette Commission nationale électorale. Il y a aussi l'autre aspect qui est lié à la situation de la Guinée, c'est-à-dire que quand le pouvoir d'Alpha Condé est arrivé, il ne s'est pas tout de suite mis dans le respect des lois, des institutions. Il était le premier, vous avez rappelé à l'introduction, qu'Alpha Condé n'a toujours pas déclaré ses biens. Il y a un certain nombre d'actes qu'il a posés comme ça. Qu'il a signalé sur Internet. Très bien. Il y a un certain nombre d'actes qu'il a posés ou qu'il continue de poser qui sont soit en violation de la loi, donc qui posent des problèmes de la gouvernance. C'est ce qui aussi a contribué à créer un climat
de manque de confiance entre le gouvernement et le président de la République et les acteurs politiques qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Donc c'est le comportement global du chef de l'État dans ses déclarations. Nous avons entendu fustiger l'Inmafi Apple, c'est le premier à utiliser des termes communautaires dirigés vers une ethnie. Et ça, on ne peut pas m'y prendre à défaut parce qu'il a dit à plusieurs reprises. Il a dit à ce micro aussi. Exactement. Donc, c'est ça là qui a conduit à cette fragmentation du tissu social guinéen en termes de communauté aujourd'hui. Bien sûr, les stigmates étaient là déjà quand il y avait au cours des anciens régimes, parce que tous les régimes se sont ethnisés au fil du temps, mais aujourd'hui, c'est devenu une mode de gouvernance. Même le Premier ministre, quand il l'a désigné, il a estimé qu'il faisait une récompense à une communauté. Il n'a pas dit je choisissais un chef de gouvernement parce qu'il était compétent. Il dit je remplissais un engagement vis-à-vis de la communauté Soussou, etc. Donc, il y a cette fragmentation. Donc, je pense que ce comportement irrationnel, ce comportement qui est un manque clair de respect des institutions et des lois qui a conduit à la situation de blocage aujourd'hui. Maintenant, c'est c'est la CENI, c'est des actes que le gouvernement pose et pour lesquels on ne trouve pas aujourd'hui alors rapidement, quelques sujets quand même d'actualité. Alors la lutte contre la corruption, ça a été un des chevaux de bataille d'Alpha Condé qui a limogé hier 9 personnes de hauts fonctionnaires. 13 personnes en tout, tous hauts fonctionnaires, donc le ministère des Finances, c'est ça, pour malversation financière. Alors, Monsieur Kerfala Yansane, ministre guinéen de l'économie et des finances, avait révélé le 28 mai dernier que des fonctionnaires ont profité de son déplacement à l'étranger pour imiter sa signature sur des ordres de paiement. Alors, plus de 13,6 milliards de francs guinéens, ça fait à peu près 1,5 million d'euros, auraient été détournés. On a l'impression finalement que rien n'a changé, quoi. C'est quand même cette corruption qui gangrène tout, qui est omniprésente. Pourquoi simplement aujourd'hui le pouvoir pose des actes dans ce sens-là, professeur Moussa Kanté? Oui, justement, tout à l'heure, c'est un peu de ça que je parlais. Je disais que pour moi, le président de la République commence à répondre à nos aspirations depuis seulement une semaine. Parce que très tôt, personnellement, j'ai eu des écrits où je disais qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ces gens-là, le professeur, je ne sais pas d'où il est, qu'est-ce qui l'a amené à croire que ces gens pouvaient changer. Il ne faut pas qu'on oublie que depuis plus de 30 ans, la Guinée a été une structure non gouvernable à cause de la mafia. Il y a eu c'est-à-dire, quand vous arrivez sur le terrain, regardez le comportement d'un militaire. Quand vous allez aujourd'hui à une justice, vous ne pouvez pas croire que ce pays est l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Vous allez trouver des juges qui sont en train de vivre dans des maisons qui leur tombent sur la tête. Quand aujourd'hui le contribuable est là, le citoyen, il a raison dans un conflit. S'il ne peut pas donner de l'essence pour que la police, le véhicule, la camionnette de la police vienne le chercher le malfaiteur et l'amener là où il faut, eh bien, dans ce cas, il a raison, mais il ne profitera pas de sa raison. Moi qui parle devant vous, j'ai été enlevé chez moi par un militaire. Enlevé. Qui m'a amené dans un camp qu'on appelle là-bas le camp de Génie-Route. Il vous a enlevé, comment ça? Il est venu à travers un conflit de terre, mais ils étaient tellement habitués à avoir toujours raison que dès qu'on avait un problème de terre, n'importe quel problème, on a affaire à un militaire, il venait te prendre, il t'envoyait là où il voulait. Mais si j'avais pas les moyens... Ça veut dire que la réforme de l'armée, encore, voilà, c'est une des promesses d'Alpha Condé, cette réforme de l'armée, on l'attend toujours. Justement, ça avance. Ça avance. Parce que cet homme est aujourd'hui en prison. Il y a quelques années en arrière, il n'irait jamais en prison. Il y a près de 4000 militaires qui ont été mis à la retraite. Voilà. C'est ça. Et qu'on n'avait jamais osé toucher. Donc, moi, je voudrais simplement, ce que je souhaite de ce débat, et je suis très content que M. Diallo soit là, parce que il représente celle d'Alain Diallo, l'UFDG, qui est aujourd'hui une branche forte de l'opposition guinéenne. Il faut que nous essayions de comprendre une chose. Quand la Guinée a accepté d'aller aux élections, il n'était pas prévu par les lois guinéennes que ça serait un étranger qui dirigerait la CENI pour qu'on fasse les élections. Mais pour la paix collective, on a accepté qu'un étranger vienne diriger notre CENI, on a fait les élections, c'est terminé. Pourquoi aujourd'hui nous ne pourrons pas accepter faire des concessions pour que la Guinée soit dotée d'une Assemblée nationale? Voilà, on sait que donc le blocage à ce niveau-là. On va avancer un peu. Alors, un sujet qui fâche quand même. On apprend que le président Alpha Condé, qui a fait, il faut rappeler, de la réforme du secteur minier, aussi un de ses chevaux de bataille.
Alors aujourd'hui, cité dans un journal anglais, le Sunday Times, alors on peut même parler, je veux dire, d'un scandale d'État. Hein. Le chef de l'État aurait passé un accord avec un milliardaire sud-africain, accord par lequel il cède une partie des mines du pays pour la somme de 25 millions de dollars seulement. Hein, c'est pas cher à payer. Alors, le problème, c'est que cette somme n'apparaît pas au budget de l'État. Et on se demande si la réforme de cet 1 million n'était pas un prétexte pour renégocier des contrats, je dirais, privatifs, hein, avec des commissions occultes et tout ce qui va avec. En tout cas, la rumeur, c'est plus que la rumeur, puisque bon, cette affaire a été citée dans le Sunday Times. Alors, d'un côté, on parle de lutte contre la corruption, et le président lui-même se retrouve épinglé dans une histoire de contrats léonins, en tout cas illicites. Mais professeur, vous voyez, c'est ça aussi, c'est l'héritage. En fait, c'est l'erreur que nous sommes en train de vivre. Oui. Si on avait une Assemblée nationale démocratiquement élue, oui, ce problème pouvait être posé directement. Une assemblée est capable de destituer. Il n'y a pas d'assemblée, donc on la pose ici à Africa numéro 1, la question. Bien sûr, mais le problème, je vous disais, il y a d'autres accords, il y a d'autres choses qu'on voit sur le net où on nous dit que des mercenaires veulent le renverser. Oui. Ils sont aujourd'hui sur les sites. Mais cette affaire, on en parle là-bas ou pas en Guinée? Mais on n'en parle pas. Ah bon? On n'en parle pas. Ah, c'est quand même un journal sans les termes, c'est sérieux. Mais, hein? Mais les autres sites aussi qui disent d'autres choses. Oui. On devrait prendre tout de la même façon. Et moi, je pense que si aujourd'hui il y a un détournement de cet homme qui veut dire je vais rendre ce pays sain dans la gestion du bien commun, je crois qu'aujourd'hui, si on s'était doté de tous les moyens juridiques, si on avait une Assemblée nationale, le problème pouvait être posé différemment. Mais ça ne se posera pas. Tout ça, ça montre finalement, vous l'avez dit, professeur, que on est dans une ambiance quand même délétère en Guinée aujourd'hui. Voilà. Hein. Absolument. Oui, Ousmane Diallo, je rapidement. pense pour ajouter juste un mot là-dessus. Il y a aujourd'hui le Conseil national de la transition qui a toutes les prérogatives de l'Assemblée nationale manquantes. Aujourd'hui. Et c'est prévu dans la loi guinéenne. Donc, ce n'est pas l'absence d'une institution comme l'Assemblée nationale qui manque, qui fait qu'il n'y a pas de transparence. Je rappelle que le président Alpha Condé avait déjà encaissé 700 millions de dollars pour avoir renégocié des contrats miniers qu'on n'a pas vu dans les budgets, des 2 budgets qu'il a déjà votés. Il a déjà encaissé 15 millions de dollars de Areba, un opérateur téléphonique guinéen, dont on n'a pas vu dans les traces du budget guinéen. Donc ce n'est pas une première que des affaires du président. Alors que c'est lui qui a pris l'engagement de rendre public, il a dit je vais publier tous les contrats de la Guinée, passant par les mines, je vais les publier sur Internet et je vais les rendre transparents. C'est le manque, il y a une défaillance absolue entre les paroles, les promesses et la réalité. Ce n'est pas seulement les 25 millions qui manquent au vu des Guinéens. Il y a déjà 700 millions qui ont été encaissés. Il y a déjà 15 millions qui ont été encaissés. Maintenant, on parle de 25 millions. Mais là où il y a le scandale de 25 millions, c'est que le Sunday Times va plus loin parce qu'il indique que cet homme d'affaires sud-africain serait de mèche ou en tout cas en relation d'affaires avec le fils du président. C'est vrai que le fils, donc Alpha Mohamed Condé. Voilà. Qui a été nommé récemment, on ne sait pas avec pour quelle compétence comme conseiller. Ce n'est pas une première qu'un fils d'un chef d'État se retrouve au palais. Mais bon, qu'on cite ça, c'est ça qui fait scandale. Et que c'est souvent des conseils de Tony Blair. Pour quelqu'un qui est arrivé pour lutter contre la gabegie et tout, pour instaurer une bonne gouvernance, une transparence, je pense que là, il y a quand même un problème à s'opposer entre les actes qui s'opposent et que l'on apprend par ailleurs et la réalité. Oui, excusez-moi, je voudrais bien, merci. Je voudrais vous dire que si vous parlez du Conseil national de transition, depuis que le professeur est au pouvoir, quelle est la décision, l'unique décision qui a été prise par ce Conseil de transition? Ce n'est pas la peine. Justement, ils font partie de mes taureaux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections. Ce sont eux, tant qu'ils seront là, tant qu'il n'y aura pas une Assemblée nationale, ils continuent à amasser des millions et des millions à s'enrichir. C'est ça la vérité. Voilà l'un des taureaux qui ne veut pas. Voilà l'un des 3 qui ne voudrait pas que notre taureau se lève. On va retenir définitivement la parabole du taureau dans cette émission. Maître Dominique Kounkou, votre commentaire. Alors, deux questions. D'abord, quand on parle du président qui devait déclarer ses biens, est-ce que c'est parce que lui doit les déclarer ou bien est-ce que c'est institutionnel? Est-ce qu'on a l'habitude de les déclarer? Au fait, il avait été, c'était pas historiquement, c'était pas l'habitude, hein, mais dans les actes qui devaient être posés dans la nouvelle loi, dans la nouvelle gouvernance, qu'il promettait au peuple, tout le monde s'était engagé à faire de même pour amorcer un nouveau départ pour la Guinée, dans la transparence et tout. Et donc, il avait promis de le faire, et la loi lui est obligée. Aussi, dans la nouvelle constitution, la loi lui demande de déclarer ses biens clairement, et c'est la constitution guinéenne aujourd'hui en cours qui l'impose au président de la République et au ministre. Dominique? Non, mais ça dit qu'en fait, moi, ce que je voulais retrouver, c'est quand même Monsieur Diallo qu'on avait rencontré ici, qui a eu un dépassement
incroyable pour que une certaine fluidité politique en fait s'installe en Guinée. Et là, nous avons des blocages, en l'occurrence pour les élections. Voilà, par rapport aux élections, c'est quand même important qu'on fasse ce deuxième pas. Et du coup, par exemple, des conditions que vous posez, bon, il y a certainement qui sont compréhensibles, mais dans la mesure où, par exemple, cette déclaration n'est pas une sorte d'institution politique, arriver à en faire, il y a une sorte, on entre un peu dans une autre. Enfin, il faut dire que l'UFDG celui d'Alain Diallo n'est pas le seul parti d'opposition en Guinée non plus, hein, voilà. Oui, c'est pas lui qui décide pour l'opposition. Voilà. Et puis voilà. La question de déclaration des biens, ça c'est une volonté politique. C'est pas marqué textuellement comme le président devait. Certains de ses ministres l'ont fait. Le ministre d'État, Ousmane. Moi, je n'ai jamais vu. Si. On a entendu que c'est fait, mais Ousmane. Non, il l'a fait. Merci. On va marquer une pause. Jamais vu. Chaque mois, dans cette émission, nous recevons notre ami Richard Joffo qui nous livre sa chronique des médias. Alors, dans quelques instants, il sera dans ce studio pour ce rendez-vous mensuel. Alors, justement, j'en profite pour vous poser la question rapidement. Quelle est la situation des médias aujourd'hui en Guinée? Est-ce que les journalistes sont davantage libres, soit Alpha Condé? Oui. À ce que je pense rapide. Oui. Ah oui. Disons que avec toujours Jacques Ouroma dit oui. Disons que avec toujours l'épée de Damoclès dessus, parce que le Conseil national de la transition qui est là, qui gère ça tous les jours, est capable de fermer un journal. Encore aujourd'hui, c'est publié la sanction très lourde qu'on inflige à 2 journalistes pour avoir simplement fait leur boulot, c'est tout. Donc ils sont là, ils s'expriment quand ils peuvent, mais le président, ils sont ni associés ni protégés par quoi que ce soit. La presse jouit de sa liberté pleinement, parce que les grandes gueules font un travail. S'il n'y avait pas de démocratie dans notre pays, on ne peut pas se permettre de faire ce qui se passe. La liberté de la presse existe en Guinée. Mais ce n'est pas la presse alimentaire qui va se permettre de raconter des choses qu'on ne peut pas vérifier. Mais toutes les presses sérieuses en Guinée arrivent à s'exprimer. En tout cas, c'est la vérité. La Guinée est classée 86e au classement Reporters sans frontières sur les libertés de la presse. C'est sûr. C'est pas un très mauvais classement. Je sais pas, je regarde Richard Joffo au fond. 86e, c'est moyen, voilà. C'est pas ce qu'il y a de pire, hein, parce que, évidemment, il y a des pays qui sont classés. Pour un pays sortant de 50 années de dictature, ici, nous avons la place de, encore un effort, quoi. D'accord. Encore un effort. Merci. Alors, dans quelques instants, la chronique des médias dans ce grand débat avec Richard Joffo. C'est juste après la pub. À tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat. Francis Laloupeau. Édition spéciale aujourd'hui consacrée à la situation en Guinée avec la parole et le regard des membres de la société civile avec Ousmane Diallo, le professeur Moussa Kanté, Jacques Kourouma. On reprend le débat dans quelques petites minutes après une transition obligatoire et mensuelle, la chronique des médias avec Richard Joffo. C'est tout de suite. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat. Francis Laloupeau. Richard Joffo, bonsoir. Bonsoir à tous. Je rappelle, vous êtes président de l'Académie audiovisuelle de Paris qui forme, on ne le dira jamais assez, les journalistes TV, télévision et radio, présentateurs, animateurs et concepteurs de programmes. C'est l'Académie audiovisuelle. Alors, une belle transition quand même, puisque on vous a souvent entendu parler sur cette antenne et ailleurs aussi de Reporters sans frontières et de son fameux classement. Et nous avons reçu beaucoup de messages, d'ailleurs, d'auditeurs qui demandent des explications sur ce classement-là. Comment ça fonctionne? Dites-nous, mon cher Richard. Alors d'abord, faut expliquer ce qu'est Reporters sans frontières. C'est une ONG, organisation non gouvernementale, qui est reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1985 pour défendre partout dans le monde la liberté de la presse. Il y a trop de journalistes qui peuvent aller en prison pour une photo, pour un mot, qui peuvent disparaître, et on citera quelques exemples tout à l'heure. Et quelles sont les actions justement précisément menées par RSF sur ce terrain-là? Alors, d'abord la défense des journalistes, des collaborateurs des médias qui sont emprisonnés ou persécutés pour leur activité professionnelle, bien sûr. On peut avoir aussi y à partir avec la justice pour d'autres actions, et là ça n'intéresse pas Reporters sans frontières. On dénonce aussi les mauvais traitements, la torture dont sont victimes certains journalistes dans de nombreux États. On lutte pour faire reculer la censure. On combat les lois parce qu'il y a des lois qui visent à restreindre les libertés de la presse dans beaucoup de pays, qui sont édictées encore aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des bourses qui sont accordées à certains journalistes pour les assister juridiquement, pour venir en aide aux familles ou à un média en difficulté, les frais d'avocat, les frais médicaux, les achats de matériel.
Et puis enfin, on agit pour améliorer la sécurité des journalistes, notamment dans les zones de conflit. On voit bien qu'il y a beaucoup de victimes. On parle jamais assez des journalistes qui sont tués spécifiques donc en zone de conflit, voilà, en situation de conflit. Alors comment ça se passe concrètement? Alors, avant d'agir, il y a les reporters, donc les chercheurs de Reporters sans frontières sont organisés par zone. Il y a Afrique, Amérique, Asie, Pacifique, Europe, etc. On vérifie les informations qu'on reçoit parce que il y a des correspondants un peu partout, il y a des dénonciations, il y a des gens qui s'adressent. Alors il y a aussi des abus, donc on fait des vérifications. Les correspondants de l'organisation adressent des lettres de protestation aux autorités, ça c'est première action, une lettre de protestation, mais c'est souvent pas très efficace. On essaie de peser sur les gouvernements qui respectent pas les droits d'informer ou d'être informés. Il y a des communiqués qui sont faits aux médias, à des médias généralistes, à des médias internationaux. Et que nous recevons régulièrement. Bien sûr. Et puis, on envoie, alors parfois, cran supérieur, on envoie une délégation sur le terrain pour vérifier ce qui se passe. Et puis, enfin, on réalise des campagnes et on va même parfois jusqu'à interpeller très officiellement les gouvernements, les États, qui ne respectent pas les droits fondamentaux de la presse. Il faut des moyens pour faire tout ça. Comment c'est financé Alors, Reporters sans frontières, c'est une ONG, donc ça fonctionne un peu comme une association de la loi de 1901. Il y a des subventions. Il y a des subventions, il y a des publications et des activités, il y a des ventes aux enchères, il y a des dons, il y a des cotisations, les membres donnent des cotisations. Et puis il y a beaucoup de mécénat aussi. Il y a des entreprises qui sont très attentives aux libertés humaines et notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, qui donnent de l'argent aux Reporters sans frontières pour les aider dans leurs actions. Alors, quels sont les auditeurs? Alors, on parlait de ce classement des RSF, ce fameux classement. Comment est-il établi, ce fameux classement, mon cher Richard? Alors, le classement 2011-2012. Alors, le classement est établi en partant d'enquêtes, en partant de questionnaires qui sont envoyés, et puis il y a des recoupements qui sont faits et beaucoup d'observations. Alors, classement 2011-2012 pour parler que de l'Afrique, puisque c'est l'Afrique qui nous intéresse. Il y a vraiment des pays d'Afrique qui sont très bien placés. Comme le Cap-Vert, la 9e place. On peut dire que les libertés sont absolument respectées, intégralement respectées. Devançant largement des pays d'Europe. Le Mali. Alors, le Mali, exception faite de la situation qui prévaut depuis le coup d'État, on y reviendra. Le Niger, la Namibie est à la 21e place, le Mali 25e, le Niger 29e. Donc on voit que ces pays-là sont très respectueux des libertés de la presse. Il y a pratiquement aucune atteinte aux libertés, sauf pour le Mali depuis évidemment le coup d'État. Bien sûr. Alors au coup d'État, le coup d'État, il y a eu, on le sait, un enlèvement. Quelques exemples. Oui. Voilà, il y a Babi Abi qui est rédacteur en chef du périodique Agora à Bamako, qui n'a pas donné de nouvelles jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Biram Afal, le directeur de publication du hebdomadaire Le Prétoire, qui a été interpellé par la sécurité de l'État un jour aux alentours de midi, au siège du journal, avant d'être été relâché 4 heures plus tard. Interrogé dans les locaux, les agents lui reprochaient une conversation qu'il aurait eue avec un ancien ministre. Bon, tout ça est un petit peu trouble. Bien sûr. Bien sûr, il y a aussi des radios vandalisées, des radios qui sont menacées de vandalisme. Et la télévision qui est sous contrôle quand même. Intégralement. On en a parlé, on a eu un petit mot le mois dernier pour nos amis. Alors c'est en train de se normaliser. Je suis en liaison constante avec Bali Idrissa Sissoko, donc le DG de l'ORTM. Et la situation au niveau de la télévision est en train de se normaliser puisque on doit reprendre certaines émissions. On m'a même demandé d'intervenir pour aller aider à l'amélioration des bulletins météo. Donc quand on pense à ça, c'est que les choses commencent à aller un petit peu mieux. Alors, une question qui revient aussi, et la France dans tout ça, dans ce fameux classement, c'est intéressant de faire ce comparatif entre la France et les pays africains. Il faut parfois balayer devant sa porte. Donc, je rappelle, Namibie, Mali, Niger, 21, 25, 29e place. La France, 38e place. C'est intéressant, oui. C'est-à-dire que nous sommes, en moyenne, à une bonne douzaine de places derrière un pays comme le Mali, derrière des pays comme la Namibie et le Niger. Alors, pourquoi? Il y a eu des plaintes constamment contre des journalistes ou des journaux, y compris des plaintes venues du plus haut niveau de l'État, et on le sait bien, des mises en examen, des directeurs de journaux qui ont été limogés, on a bien vu ce qui s'est passé, que ce soit Match, Le Monde et ainsi de suite, et des têtes qui sont tombées, des petites copines qui ont été mises au journal télévisé, des chaînes privées puis des chaînes privées qui sont détenues, les grands groupes qui détiennent les chaînes privées sont des groupes militaro-industriels qui passent des marchés d'État. Donc Bouygues, Lagardère et Bolloré, pour citer les trois, pour pas faire de jaloux. Donc en conclusion, en France, c'est encore un effort aussi. Alors en conclusion, en France, on a beaucoup de progrès à effectuer. On ne sait pas s'il va y avoir ou non une chasse aux sorcières. On sait que le président de France Télévisions va conserver son poste jusqu'à la fin de son mandat, exactement comme ce qui se passe au Sénégal, puisque Babacar Diagne va
terminer son mandat, sauf que lui, il termine en août. Donc ils sont tranquilles. Et c'est d'ailleurs Tal qui va le remplacer, Racine Tal qui va le remplacer après le mois d'août à la RTS. On va voir ce qui va se produire, ce qui va se passer. On a déjà vu des démissions, puisque la présentatrice du journal de TF1, qui n'est pas une télévision publique et ni une télévision d'État. Encore que moi je dirais, en faisant du mauvais esprit, c'est que c'est une télévision d'État sans être une télévision publique. Ah, ça y ressemble, oui. Merci, mon cher Richard. Revenez donc régulièrement, nous tenir au courant de l'état de la liberté de la presse en Afrique notamment. Voilà, ça fera partie des petites brèves qui viendront régulièrement. Merci de votre accueil. Rendez-vous dans un mois. D'accord, avec un autre sujet. Merci. 18h, 20h, le grand débat, Francis Laloupeau, sur Africa numéro 1. Conclusion de notre débat sur la situation en Guinée. Il nous reste quelques minutes pour faire un tour de table. C'est forcément pas le dernier débat portant sur la Guinée. On aura l'occasion certainement encore d'aller plus loin dans la compréhension de la situation de ce pays-là et surtout d'avancer aussi dans les propositions d'éléments de résolution de cette crise larvée à laquelle nous assistons depuis plusieurs mois en Guinée. Et on commence avec vous. On va peut-être terminer avec vous, professeur Kanté. Ça sera, je dirais, une sorte d'honneur comme ça rendu à votre présence ici. Merci. Jacques Kourouma. Bon, quelques éléments. Nous avons critiqué la gouvernance du professeur, ce qui est une bonne chose. Vous aurez une minute seulement. Oui. Alors, des avancées. 4000 militaires mis dans la retraite. C'est la première fois. On l'a dit tout à l'heure. C'est la première fois. 2. Les personnes mises en accusation ont pour la première fois en Guinée des avocats qui les ont défendus et qui ont eu gain de cause par rapport à la cause étatique. Ça, c'est une avancée. 3. La presse, on vient d'en parler. Aujourd'hui, il y a une multiplicité de presse. Moi-même, je suis animateur d'un site. Chaque année, le Conseil national de la communication octroie Vous avez épuisé votre minute, Jacques Kourouma. Bon. Vous avez épuisé votre minute. Il y a des avancées. Une phrase, c'est dire aux acteurs politiques de se mettre en accord pour que la Guinée avance, que ces élections aient lieu, pour qu'on débloque. La mandature du président, c'est 5 ans. Les Guinéens pourront... On a le temps de faire le bilan dans 5 ans. Mon cher Ousmane Diallo, une minute, c'est terrible. Souligner simplement que 4000 militaires à la retraite, c'est vrai, 4000 recrutés par ailleurs aussi, nous avons très bien. Donc pour eux, c'est une avancée, pour nous, c'est un statu quo. Des blocages, certes, l'opposition est disposée à un dialogue franc et ouvert pour aller vers ces élections, qu'on accuse de faire croire que tous ceux qui ont le levier du pouvoir, les institutions, le président de la République est incapable d'organiser des élections, et là on accuse un parti d'opposition de bloquer. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Nous sommes disposés à accepter de faire des compromis, à aller aux élections pourvu que les débats soient francs et sincères. Merci beaucoup pour cette concision. Professeur Moussa Kanté, une minute aussi, malgré l'honneur qu'on vous fait. Merci. Donc moi je suis dans la situation de croire qu'il y a des avancées, parce que jamais je n'ai vu la Guinée engagée dans le développement de l'agriculture, qui est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et quand on vient voir aujourd'hui à l'intérieur du pays, on a l'impression que c'est Conakry qui souffre plus que l'intérieur. Il y a beaucoup plus d'activités qui se déroulent. Et mon dernier mot, pour ne pas être long, je citerai une phrase de Condorcet qui dit que nous ferons davantage de choses si nous croyons moins d'impossibles. Il faut que l'opposition croie qu'on peut avancer. On n'a pas besoin de faire venir quelqu'un de l'extérieur pour encore diriger une élection de législative en Guinée. Ça serait honteux. Essayons de surpasser nos difficultés, nos divergences. Essayons de construire une nouvelle Guinée ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Écoutez, merci de nous avoir apporté ces éclairages et ces paroles, même contradictoires, mais en tout cas, c'est une contradiction, en tout cas constructive, manifestement, et on aura l'occasion d'y revenir certainement dans le grand débat prochainement. Merci Ousmane Diallo, membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, professeur Moussa Kanté, ingénieur, chercheur en phytothérapie, ingénieur pour le travail social, voilà. Il faut préciser. Et Jacques Kourouma, historien, bien entendu. Merci d'être venu. Merci à vous, mon cher Dominique Koukoukou, avocat et pasteur. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann qui a préparé cette émission, à notre stagiaire Raphaël Delvolvé
et à Jérôme Giliberto qui l'a réalisé. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat, édition spéciale du vendredi. Au vu de l'actualité de la semaine, le débat des débatteurs, ce sera donc demain. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1 dans quelques instants. Le journal préparé et présenté par la rédaction de Libreville. On se retrouve donc demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Africa numéro 1, 18h, 20h, le grand débat, Francis Laloupeau.